de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. À en croire ses bienheureux partisans, le féminisme est censé avoir pour mission de défendre et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, chose qui s'apparente aujourd'hui et de manière toujours plus manifeste à un mensonge éhonté. J'aurai l'occasion de mettre en lumière les raisons de ce constat plus tard, dans un autre épisode. Dans celui-ci, en revanche, je vais m'employer à évaluer la proposition selon laquelle cette prétendue recherche d'égalité devrait aboutir à une relation harmonisée entre les deux sexes et déterminerait, chemin faisant, les différents effets que peut produire le féminisme sur cette relation. En guise de remarque préliminaire, je tiens à préciser deux choses qui vaudront pour l'ensemble de l'épisode. Certains courants caractérisent de façon essentielle le féminisme sans pour autant s'y réduire. Je pense par exemple et surtout à l'individualisme et dans une moindre mesure à l'hédonisme, qui peuvent par conséquent s'exprimer et avoir de l'influence à travers le féminisme comme en dehors. Les effets du féminisme sur la société en général et sur les rapports hommes-femmes en particulier sont souvent concomitants à ceux produits par le progressisme et les luttes qu'il entraîne dans son sillage, qui ont tendance à renforcer et décupler l'intensité des effets en question par leur association. Autrement dit, les effets étudiés dans l'épisode ne sont jamais étrangers au féminisme, mais ce dernier n'en est pas toujours exclusivement la source. On peut maintenant y aller point par point. À force de répéter de manière machinale et générique, c'est-à-dire bêtement, que la femme est l'égale de l'homme, nous en sommes venus parfois, avec le temps, à oublier les différences fondamentales qui distinguent l'homme de la femme et la femme de l'homme, bien qu'une bonne partie d'entre elles se voit comme le nez au milieu de la figure. L'homme est comme ça, l'homme. Mais la femme, elle est comme ça. Cet oubli insolite s'est ensuite vu lui être attribué une dimension supposément scientifique et même finalement nécessaire par la théorie du genre, qui stipule que le genre lui-même n'est qu'une pure construction sociale sans réalité biologique. Cette conception, menant inévitablement à une indifférenciation sexuelle, permet de réduire hommes et femmes à l'état d'individus équivalents et interchangeables, appartenant ainsi à une même catégorie et que l'on invitera à entrer en compétition les uns avec les autres plutôt qu'à miser sur leur complémentarité historique, devenue une notion dépassée et presque rétrograde. Ma promise. Ma promise. Ainsi, l'homme qui était jusque-là pour la femme un associé naturel et indispensable devient davantage un adversaire auquel elle est désormais tenue de faire concurrence, en copiant bon gré mal gré ses objectifs, ses buts et ses aspirations. La mise en concurrence évoquée précédemment pourrait éventuellement avoir le mérite, si elle s'établissait dans des conditions propices et saines, de contribuer à tirer les hommes et les femmes vers le haut, en suscitant entre eux une émulation réciproque et donc bénéfique pour l'ensemble. Hélas, cette compétition contre nature n'a pas vocation à faire se distinguer les meilleurs, mais à imposer artificiellement la parité pour conformer la société au modèle du mythe égalitaire. Afin d'obtenir les résultats souhaités à l'avance, on n'hésitera pas à favoriser les femmes d'un côté, et à pénaliser les hommes de l'autre, sans voir dans ce trucage une quelconque forme d'injustice. Au contraire, on assimilera justement ce dernier à une forme de compensation, de réparation légitime et nécessaire à l'égard des femmes pour les siècles, que dis-je, les millénaires d'oppression que leur ont fait subir les hommes. Cette vision estropiée et puérile de l'histoire, savamment fabriquée à l'occasion de campagnes de désinformation féministes, installe aujourd'hui les femmes dans un état d'esprit de vengeance velléitaire, foncièrement hostile à l'homme, que les féministes expriment parfois sous la forme de menaces. Soyez soulagés qu'on se batte pour l'égalité et pas pour notre revanche. Cet état d'esprit est alimenté et entretenu quasiment en permanence par une propagande visant à diaboliser l'homme en ne se concentrant que sur ses défauts et en le rendant coupable de tous les maux, au point d'en faire une sorte de pourriture ou de monstre indigne des femmes. Être une femme hétérosexuelle, c'est quand même devoir choisir parmi un cajot rempli de fruits pourris celui qui vous pèsera le moins sur l'estomac la plupart du temps. Alors oui, je sais, on va me dire, pas tous les hommes. Eh bien, je m'en fous. Ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, et ça évite que mes enfants le soient aussi. Dans un tel contexte, on ne peut que difficilement s'étonner de voir fleurir une misandrie qui se manifeste de nos jours dans sa forme la plus explicite, notamment lors des manifestations féministes au cours desquelles on peut se promener tranquillement avec une pancarte déclarant que tous les mecs sont des connards, ou qu'ils sont simplement des ordures. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'on ne pourra pas compter sur les dénonciateurs habituels de la misogynie pour s'alarmer de ces cas-là, eux qui pourtant ont développé un talent prodigieux pour débusquer le sexisme dans ses aspects les plus subtils et les plus inattendus. Ici, au contraire, ils s'en feront volontiers les promoteurs. Détester les hommes et tout ce qu'ils représentent est notre droit le plus strict. C'est aussi une fête. Qui aurait cru qu'il y aurait autant de joie dans la misandrie ? Où ils se demanderont si ce n'est pas une nécessité. La misandrie ou la haine des hommes, une étape nécessaire pour la libération des femmes. Quand ils n'iront pas carrément jusqu'à le défendre. Notre société a adapté ses fondations au confort masculin et tout discours qui les rafle est perçu comme dangereux. Ce qui bouscule, c'est l'affirmation de femmes s'exprimant avec aplomb sans rechercher l'approbation des hommes. On pourrait considérer que la misandrie elle-même ou ses pirouettes intellectuelles visant à la légitimer ne soit que le fruit de quelques malades ou de lesbiennes séparatistes. Ce serait cependant oublier que le féminisme, au-delà de la volonté égalitaire qu'il affiche en vitrine, arrive de nos jours à un degré de maturité tel qu'il ne peut plus dissimuler que la misandrie lui est au fond et en partie consubstantielle. Comment pourrait-il en effet s'en séparer quand ce qui génère à l'origine de la misandrie est précisément le schéma à travers
lequel il interprète les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire celui qui fait de l'homme un oppresseur et de la femme une opprimée. Il ne faut pas croire que cette conception schématique est l'œuvre récente de nos gourgandis New Age. Il concernait déjà les théoriciennes féministes des années 70, à l'image de Robin Morgan qui affirmait sans détour: Je crois que le fait de détester les hommes est un acte politique viable et honorable, que les personnes opprimées sont en droit de vouer une haine de classe à l'égard de celles qui les oppriment. Je ne sais pas quel type précis d'opium il faudra consommer, ni dans quelle quantité, pour réussir à avoir dans cette configuration interprétative un espace propice au développement d'une relation homme-femme plus harmonieuse, et non une invitation directe à une guerre entre les sexes. Alors, vous en êtes où, vous, 2 ans après MeToo, hein? Parce que moi, je peux vous le dire, je suis dans la merde. Ah si, je commence à trouver ça vraiment de plus en plus difficile d'être féministe et hétéro. Non? En effet, en matière de sexualité, ou en ce qui concerne de manière plus générale les rapports liés à la séduction entre les hommes et les femmes, le féminisme vient rarement faciliter les choses. Il a même une fâcheuse tendance à faire l'inverse. Le mouvement et les revendications qu'a généré le phénomène MeToo entrent d'ailleurs en complète contradiction avec les slogans libertaires des partisans de la libération sexuelle, qui nous invitaient à jouir sans entrave et à nous interdire d'interdire. Que cette époque semble lointaine quand aujourd'hui les partisans du même camp historiquement arrivent à affirmer qu'un homme peut violer une femme simplement parce qu'il la regarde, ou quand on en vient à voir dans un baiser qui n'est même pas forcément volé une agression sexuelle absolument condamnable. La radicalité que le jugement féministe porte sur ces éléments ne rend jamais compte de la nature ambivalente des règles implicites de la séduction et de la dynamique du jeu amoureux. Et encore aujourd'hui, il se trouve que c'est toujours à l'homme de faire le premier pas, de prendre le risque de conclure malgré l'ordinaire et souvent indépassable incertitude. Malheur à lui s'il se trompe dans son calcul. Non seulement il passera pour un con, mais il deviendra aussi d'office un vil agresseur sexuel. À écouter les féministes, c'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Non, c'est non. Peu importe si les femmes peuvent se montrer les championnes de l'ambiguïté, décliner non pas pour refuser mais seulement pour se faire désirer, jouer et même abuser de leur charme. Tout ça n'a pas la moindre espèce d'incidence. Seuls les hommes peuvent être mauvais, perfides et totalement crétins. Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, en fait... Pardon, je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter... Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. Eh ben oui, ok, d'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, mais c'est super. Mais bon, c'est un autre sujet et j'en parlerai dans un épisode spécifique. En attendant, n'allez pas croire que le féminisme ne complique les choses que pour les hommes. En vérité, il les complique même bien davantage pour les femmes, en les plaçant devant une contradiction considérable. Je suis féministe mais j'aime avoir des rapports sexuels avec un macho. Pourquoi? Peut-être parce que finalement, les délires des constructivistes dont tu es la victime n'entament en rien l'héritage en partie biologique dont tu as hérité des milliers de générations qui t'ont précédé, héritage qui te pousse encore plus naturellement que socialement à chercher un homme fort, grand, ayant confiance en lui et par conséquent dominant. Le mal patriarcal que le féminisme s'évertue tant bien que mal à te faire détester. L'exacte antithèse du mal de qualité inférieure, à moitié ou complètement immasculé, mais qui respecte à la lettre les critères de conformité édictés pour satisfaire aux exigences féministes. Hommes, cessons de nous approprier leur corps. On se demande bien s'il est seulement capable de s'approprier quoi que ce soit. Mais enfin, ce genre de serpillière aura peut-être la récompense qu'il mérite en tant qu'allié du féminisme. J'ai le sentiment que le quotidien nous enferme et l'excitation n'est plus la même. Pourtant ma libido est toujours bien présente et le manque se fait sentir. J'en veux toujours plus et surtout différemment. Mon mec est très doux, très attentionné, mais j'ai envie d'un homme qui prenne les commandes et qui s'affirme au lit. En bref, je veux du sauvage et de la surprise. Pendant quelque temps, je garde ces envies dans mon esprit jusqu'au jour où je passe de l'autre côté, celui de l'infidélité. Fight! It was at this moment that he knew. He fucked up. Alors, c'est plutôt rigolo de l'imaginer comme ça, mais cette situation problématique conduit les féministes les plus zélés à envisager une sortie pure et simple de l'hétérosexualité pour y remédier. Mais moi j'ai quand même un gros problème, hein. C'est qu'évidemment je lutte contre le patriarcat, mais je suis formaté par le patriarcat. C'est-à-dire que j'ai beau être là, oui, en vrai, je kiffe les mecs plus grands, plus forts, plus riches que moi. Et du coup je commence à trouver ça super compliqué, moi, d'être féministe et d'être dans une relation hétéro. Donc je me demande si je vais pas changer de braquet. C'est-à-dire qu'elles en viennent elles-mêmes à émettre l'hypothèse, sinon directement à conclure, que l'engagement féministe est incompatible avec une relation homme-femme. Le couple ou les convictions, une féministe hétéro aura difficilement les deux. Devenir lesbienne par conviction, quand je suis en couple avec un mec, je me dissous. Et c'est un phénomène plutôt logique quand on suit le schéma doctrinal évoqué auparavant, et quand viennent s'ajouter à ce dernier des exhortations sans équivoque ou des invitations à peine moins explicites. C'est laquelle sont le plus exploitées. Je pense qu'il n'existe pas un seul couple hétéro dans lequel la femme n'est pas du tout exploitée. Bref, l'hétérosexualité pour les femmes, c'est pas ouf.
Comment on fait quand on est une femme cis hétéro mais que l'on voit désormais les mecs cis comme des oppresseurs? On va dans les milieux queer et on déconstruit son hétérosexualité. À Paris, un festival féministe propose de sortir de l'hétérosexualité. Je suis hétéro, c'est le drame de ma vie. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Délivrez-vous du mal, soyez lesbienne. Le lesbianisme n'est pas un choix, c'est une bénédiction. Avez-vous franchi le pas ou non? A-t-il été si facile de sortir de l'hétérosexualité? Vos désirs ont-ils été en adéquation avec ce projet? Lisa Argento parle sexe, avec les filles c'est mieux. Et si l'amant parfait était une lesbienne? Quitte ton mec pour la Sainte Valentine. Le pas qu'il reste à franchir n'est finalement pas très grand quand on prend en compte le dérèglement des mœurs et le climat relativiste dans lequel on est plongé presque systématiquement, entre autres grâce à l'E-Monde et à France Télévisions. L'hétérosexuel lambda n'est pas moins étrange que les zoophiles, fétichistes et autres polyamoureux, explique la chroniqueuse de la matinale Maya Mazorette. Avant j'étais hétéro, puis bi, puis gay, puis rebi. C'est normal, non, la norme n'existe pas, et c'est tant mieux. La dimension individualiste du féminisme est particulièrement facile à identifier, notamment parce qu'il passe infiniment plus de temps à défendre et promouvoir les droits des femmes qu'à rappeler les devoirs qu'elles doivent en contrepartie respecter envers la société et autrui. À ce propos d'ailleurs, les féministes ne parlent que rarement de devoirs, terme désignant une obligation mais ayant surtout une connotation solennelle, noble et dans une certaine mesure sacrée. Elles lui préfèrent allègrement le terme charge, beaucoup plus pesant et négatif, pour qualifier les impératifs qu'elles ont ou parfois imaginent avoir et qu'elles aimeraient surtout ne plus porter. Charge mentale, sentimentale, émotionnelle, écologique, il y en a pour tous les goûts. Au fond, dès qu'une féministe fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, elle peut en faire une nouvelle charge à condition de lui accoler l'adjectif approprié. Naturellement, étant donné que dans le système de pensée individualiste, le dépassement de l'individualité n'est pas une vertu mais un chemin vers l'esclavage, la féministe pourra rejeter et condamner l'idée même de famille puisque cette dernière requiert nécessairement de sacrifier une partie de soi au bénéfice des membres avec lesquels on constitue justement une famille. Et ça aussi, par conséquent, c'est incompatible avec le féminisme. On ne peut pas avoir un futur féministe sans abolir la famille. Alors évidemment, toutes les féministes ne sont pas aussi radicales et ne demandent pas l'abolition de la famille au nom de ce qu'elles osent appeler égalité. Non, la plupart des autres se contenteront soit d'avoir une famille à qui elles mèneront une vie impossible, soit de ne tout simplement pas en avoir. Exemple pour le premier cas. L'amour, alors l'amour de son conjoint et après l'amour des enfants, c'est vraiment des prétextes pour déroger à l'égalité. Et ça c'est terrible. Et particulièrement sur les enfants, moi j'ai fait l'expérience de mon gamin malade que je voulais pas emmener chez le pédiatre parce que c'était tout le temps à moi d'emmener chez le pédiatre. J'ai dit à son père, tu t'en charges. Il ne l'a pas fait à temps. Le gamin a fini avec un tympan percé quand même et la crèche qui m'a appelé pour dire ah, il est exclu, etc. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Dans le second cas, elles n'ont même pas besoin de se justifier, étant donné que fonder une famille est juste une oppression comme une autre qu'on ferait injustement peser sur les femmes. Une femme n'a pas ça, se maquiller, s'épiler, s'habiller comme tu le voudrais, être hétéro, être douce, avoir une chatte, se marier, avoir des enfants, porter un soutien-gorge. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! On pourrait être tenté de placer au sommet de toutes ces oppressions le statut de femme au foyer, véritable hantise des féministes, qui ont d'ailleurs à peu près tout fait pour le rendre aussi détestable qu'elles ne le détestaient, elles. Comment ne pas détester la femme au foyer quand cette dernière aussi est devenue une espèce de relique inconciliable avec le féminisme, comme nous l'affirmait la très sainte Gisèle il y a de ça une décennie. Être une femme au foyer reste un choix, et il est respectable, mais c'est un choix qui n'est pas compatible avec la démarche de libération des femmes. Je doute que son « et il est respectable soit véritablement sincère au vu de la façon avec laquelle elles l'ont diabolisé depuis les années 1960. Je ne rentrerai pas dans la généalogie de cette diabolisation ici, je laisserai toutefois en description un article qui donne déjà quelques pistes et illustrerai la chose sous une forme plus récente avec une vidéo d'un grand média du bien portant sur un jeu vidéo qui propose de nous plonger dans le quotidien d'une femme au foyer. Bon, alors, on sent quand même très légèrement l'influence féministe.
Sinon, c'est exactement ça le quotidien d'une femme au foyer. Vivre dans une cellule au-delà de laquelle rien n'existe, ne pouvoir avoir aucune passion, aucun loisir, aucun divertissement, et tout ça comble de l'horreur, en ayant à supporter un mari, autrement dit un monstre tyrannique qui vous harcèle sexuellement. Alors que vous êtes presque parfaite en plus. Et pourtant, Dieu seul sait comment, il reste encore sur Terre des femmes assez folles pour avoir envie de devenir femme au foyer, c'est-à-dire très accessoirement, faire des enfants pour les élever plutôt que de les refourguer sitôt pondus ou presque à des crèches ou à des nounous. Se mettre au service de ses proches plutôt qu'à celui d'employeurs ou de clients que l'on ne connaît ordinairement ni d'Ève ni d'Adam. Deux choses qui continuent à séduire notamment les tradwives, ces femmes qui sont d'authentiques bêtes noires pour le féminisme parce qu'elles n'adhèrent pas à son idéologie ou alors en ont été déçues et qui préfèrent rester ou revenir à une structure familiale plus traditionnelle, à savoir une expression du mal, ou du moins une de ses unités de production potentielles, comme l'explique par exemple une professeure de sociologie de l'éducation qui voit dans le phénomène évoqué, ni plus ni moins qu'une forme de sexisme servant de porte d'entrée vers la suprématie blanche. Voilà un argument béton pour éloigner toujours un peu plus la famille traditionnelle au bénéfice de la famille moderne, laquelle ayant une perspective principalement utilitaire et poussant des rapports humains de plus en plus basiques et optionnels. Famille dans laquelle l'autorité paternelle n'évoque en général qu'un mauvais souvenir, dans laquelle il arrive même de plus en plus fréquemment que l'autorité elle-même n'ait plus droit de citer, les parents ayant cédé aux sirènes de l'éducation permissive, au point de se retrouver dans des situations ingérables ou surprenantes. Mon enfant me tape, comment réagir ? Situations qui, par extension et finalement, peuvent dissuader de faire plus d'enfants ou d'en faire tout court, en renonçant par là même à fonder une famille. Alors que les femmes qui n'ont pas d'enfants, on les appelle des nullipares. Il y a beaucoup de clichés autour de la nullipare volontaire. Je crois que l'un des plus récurrents, c'est le fait d'être égoïste. Alors ça m'a toujours étonnée en fait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne fait des bébés par altruisme. Et je vois pas en quoi le fait de ne pas partager mes gènes, qui sont géniaux, hein, ok ? Doubt. Mais fait de moi une égoïste, c'est-à-dire que je pense vraiment profondément que le monde s'en remettra. Ah, pas de doute, dans le cas de Fiona, il est effectivement salutaire de ne pas faire d'enfants. Ce sera salutaire pour tout le monde, à commencer par les enfants qu'elle n'aura pas fait et qui ne souffriront pas le malheur, par conséquent, de l'avoir comme génitrice. En revanche, bien qu'on ne fasse pas forcément de bébé par altruisme, il faut par contre de l'altruisme pour décider d'en faire, étant donné que l'on engage sa responsabilité pour un nouveau-né, et donc un être autre que soi même s'il partage notre patrimoine génétique. Comme évoqué précédemment, au-delà des situations spécifiquement délicates, faire un enfant et avoir à s'en charger reste un défi loin d'être simple et impliquant nécessairement des sacrifices. Mais c'est aussi un devoir si l'on souhaite renouveler les générations et assurer ainsi la pérennité de notre peuple. Considération trop contraire au principe de liberté individuelle, si cher aux féministes, comme l'explique et même l'incarne celle-ci dans un clip promu par le premier média public au Royaume-Uni. I'm a woman who doesn't want kids. It's hard to believe, but we actually exist. I'm a woman who's never felt moody, apart from a bit of puppies. OMG, what a cutie! Changing nappies looks like fun, but I choose gin and sun. An eternity of childcare is my personal nightmare. I'm a woman who likes being child-free. Please don't be offended, I just like my sleep. I'm a woman who doesn't want to procreate. I get heart palpitations when my period's late. Even if I had the money, I would fail at being a mummy. But being childless and skint means a low carbon footprint. I'm a woman who doesn't want babies. You'll change your mind, will never persuade me. I'm a woman, and I know it's taboo, but I'd rather have a bath than watch Mama Roo. On aura compris qu'elle préfère s'amuser en se regardant le nombril, enfin non, Momarou. Cependant, ce je m'en foutisme nombriliste et consumériste, qui méprise et condamne le devoir de maternité, est généralement compensé par une volonté parfois féroce de défendre le droit à l'enfant, notamment dans le cadre du projet de PMA pour toutes et sans père. Savant mélange dans lequel l'avortement a trouvé sa place en tant qu'acte banal ou source potentielle de fierté, promu sans indignité sur les réseaux sociaux. Nice. Hélas, et c'est un vaste sujet, la toute-puissance de l'individu qui a le choix se heurte inévitablement à des limites auxquelles son orgueil et son insouciance ne l'ont que mal préparé. Alors que vous fêtez joyeusement vos 35 ans dans un océan de vodka, de plan cul et de solitude et de liberté, cette salope d'horloge biologique vient frapper à votre porte et vous glisse. Toc toc toc, c'est qui que voilà? Oh, c'est moi! Vous trouverez sans nul doute des voix meilleures que la mienne, infiniment plus pures, plus justes et bienveillantes, qui vous expliqueront que ce n'est pas un impératif biologique, que c'est une construction sociale, que les femmes peuvent et même doivent faire passer de toute façon leurs études, leur carrière et même leurs loisirs avant le fait de fonder une famille. Tant pis si le temps les rattrapera un jour et qu'elles changent d'avis finalement. Une businesswoman peut parfaitement congeler ses ovocytes et ajourner leur usage pour se conformer d'abord aux exigences du monde pro et du marché, à l'image de Brigitte Adams qui avait été portée au nu en faisant la une du magazine Bloomberg. Congèle tes ovules, libère ta carrière. Ça sonnait bien comme ça. Dommage que ces échecs procréatifs, quelques années plus tard, n'aient pas bénéficié d'une telle une et d'une pareille attention promotionnelle. Toutes ces tentatives pour tomber enceinte en mode Picard ont en effet échoué.
Et n'allait pas incriminer le mari, il n'existait pas. Pourtant, elle avait aussi procédé à cette congélation à la fin de la trentaine et coûtant la modique somme de 19 000 $, pour se laisser encore plus de temps afin de trouver l'homme idéal. Problème, l'homme idéal n'existe pas et ceux qui s'en rapprochent ne s'intéressent que très rarement à de vieilles femmes, même celles ayant eu une brillante carrière. Ils préféreront carrément une femme sans carrière pourvu qu'elle soit plus jeune et plus jolie. Et oui, hommes et femmes que l'on s'évertue à imaginer égaux ne le sont non seulement pas, comme le rappellent ici leurs différentes périodes de fertilité au cours de la vie, mais ils ne s'évaluent pas non plus réciproquement sur les mêmes critères en général, ou en tout cas sans leur attribuer la même pondération. Assez de différences souvent négligées de nos jours, et donc encore plus susceptibles d'être source d'échecs et d'incompréhension, s'en ajoute une troisième qui découle des deux premières. Sur ce que l'on peut appeler encore plus justement aujourd'hui le marché sexuel et relationnel, une femme atteindra sa valeur maximale théorique bien plus vite que ne le fera un homme, cette dernière étant principalement indexée sur son potentiel physique et reproductif. Jeune, elle y aura donc davantage d'opportunités, davantage encore si elle a la chance d'être naturellement jolie. Or, à cette période de sa vie, le féminisme ne contribue certainement pas à faire en sorte qu'elle s'engage avec un homme, comme le faisaient habituellement nos ancêtres, c'est-à-dire des beaufs d'un autre âge selon le standard actuel. Non, il la poussera, comme on l'a vu, soit à s'en détourner complètement par idéologie, soit partiellement en limitant les relations qu'elle entretiendra avec la gente masculine à une dimension récréative, non prioritaire, et avec le moins de contraintes possibles. Phénomène encouragé par un certain nombre d'autres facteurs, comme l'usage massif d'applications comme Tinder, qui révèle d'ailleurs la dissymétrie d'attractivité à âge égal entre les sexes, et même l'alimente dans un cercle vicieux en renforçant la tendance hypergamique des femmes et en transformant toujours un peu plus les hommes en chiens. Combien de temps faudra-t-il attendre pour être en mesure de saisir pleinement l'influence de ce facteur? Je l'ignore. Quoi qu'il arrive, le phénomène évoqué auparavant, héritage principalement féministe et bien plus ancien que Tinder, donne lui, et d'ores et déjà, un avant-goût de ce que sera probablement le futur que réserve le féminisme à un nombre grandissant de ses adeptes. Un des prix à payer pour la solitude, c'est la perte de confiance en soi. Je sais plus en quoi je suis bonne, je sais plus ce que je vaux. Enfin, pour être clair, j'ai l'impression que je vaux rien. Véronique est seule. À 55 ans, elle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ses histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Ben non, moi, je sais pas comment ça se fait, mais on ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est comme si je suis rien, je suis trop vieille, en plus je suis rien dans cette société, je laisserai rien derrière moi. J'ai pas pondu, j'ai même pas réussi à pondre. C'est horrible de dire ça comme ça, hein, je le sais, je provoque un peu. Des fois même, ça m'est arrivé dans ma vie de jouer des jeux, de faire semblant que j'avais eu un week-end extraordinaire alors que j'étais restée avec mon chat. Un chat, c'est vraiment aussi une façon d'être touché, de toucher. Je le caresse, il aime être caressé, il vient vers moi, il met sa petite patte. Ça m'a apporté quelque chose que j'avais pas imaginé au moment où j'ai pris le chat. Au-delà des conséquences de premier degré sur les rapports hommes-femmes que provoque le féminisme et son mythe égalitaire, c'est-à-dire toutes les influences directes et indirectes observées précédemment, il sera difficile d'imaginer qu'elle n'ait pas à leur tour, surtout une fois conjuguée, des conséquences plus générales sur les rapports en question et sur ce qui dépend entre autres de ces derniers. Comment ne pas penser ici à la démographie quand les influences citées ont des liens manifestes avec le nombre croissant de célibataires, le taux élevé de divorce ou l'instabilité conjugale, le recul de l'âge auquel les femmes ont leur premier enfant, l'explosion du nombre de familles monoparentales, bref, tout un ensemble de tendances qui ne semblent pouvoir affecter que de manière négative la natalité et donc le dynamisme d'un peuple, comme celui de la nation sur lequel elle repose. Malheureusement, je suis contraint de m'arrêter et ne pourrai pas aller aussi loin puisque je ne suis rien d'autre qu'un petit con qui fait des vidéos sur YouTube. Je ne suis pas censé avoir le pouvoir de soutenir des conjectures trop audacieuses, contrairement à un journaliste de l'IB par exemple qui pourra se protéger derrière ses bonnes intentions, ou à un noble chercheur en sciences sociales dont la crédibilité et la neutralité sont au-dessus de tout soupçon. Je préciserai toutefois qu'il n'a évidemment pas fallu attendre l'arrivée du féminisme pour que les relations hommes-femmes ne deviennent compliquées. Elles le sont par nature, et plusieurs millénaires de littérature ne semblent pas avoir suffi pour en épuiser toute la complexité. Je crois cependant pouvoir conclure, à la lumière de tous les éléments exposés et analysés dans l'épisode, que le féminisme contribue à compliquer davantage ces relations, sinon carrément à les dégrader, bien plus en tout cas qu'à les harmoniser, et joue ainsi le rôle d'un énième agent d'atomisation et de dissolution sociale. En guise de petit point final sympathique, je donnerai la parole au personnage d'un vieux schnock qui ne se faisait pas d'illusions en la matière, ni sur l'hypocrisie féministe particulièrement flagrante qui la caractérise spécifiquement. J'ai jamais pu encadrer les féministes. Ces salopes n'arrêtaient pas de parler de vaisselle et de partage des tâches, elles étaient littéralement obsédées par la vaisselle. En quelques années, elles réussissaient à transformer les mecs de leur entourage en névrosés impuissants et grincheux. À partir de ce moment, c'était absolument systématique, elles commençaient à éprouver la nostalgie de la virilité. Au bout du compte, elles plaquaient leurs mecs pour se faire sauter par des machos latins à la con, puis elles se faisaient faire un gosse et se mettaient à préparer des confitures maison avec les fiches cuisine Marie-Claire. Comme c'est bizarre. Oh alors. Non mais...